C'est un des plus gros centres LGBT de France qui travaille, entre autres, avec des associations LGBT à l'international, comme Shams Tunisie ou encore Free Sénégal. Concernant certains acronymes et noms de structures, un lexique est disponible en description de cet épisode. Salut, c'est Sam, et vous écoutez Nos lieux et nos luttes. Alors bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Aujourd'hui nous sommes le 2 juillet 2024 et c'est l'enregistrement du 3e épisode du podcast Nos lieux et nos luttes. Je suis avec Rihanna Vijon que je vais laisser se présenter dans quelques instants. Et aujourd'hui on va parler du centre LGBTQIA+, ADEOS en Nouvelle-Aquitaine. Alors Rihanna, est-ce que vous pouvez m'en dire déjà merci d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus du coup sur vous, sur votre fonction au sein de la structure? Bonjour Sam-Henri, merci de nous faire confiance à Deos et de nous recevoir dans ce podcast très sympathique. Donc je suis Rihanna, présidente d'ADEOS. ADEOS est une association loi 1901 qui a été créée en 2005. Donc bientôt 20 ans d'existence. Nous avons 3 centres LGBT, ADEOS donc à Saintes, Niort et Angoulême, plus 2 antennes qui sont à Rochefort et à La Rochelle. Et donc sur ces 5 sites, nous accueillons un public LGBTQI+, pour l'informer, pour le recevoir sur des petites manifestations, sur des moments conviviaux. Donc voilà, tout ce qu'un centre LGBT peut faire. Donc, nous essayons d'aider notre communauté LGBT. D'accord. Ma première question, ça va être justement ADEOS. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ce nom? Est-ce que ça a toujours été ce nom-là et tous les questionnements autour de ce nom? Oui, depuis le début, depuis 2005, donc c'est Association de défense homosexuelle et orientation sexuelle. C'était à la base, en 2005, Frédéric Hay, le fondateur, le président fondateur, Mhm. est axé bien sûr sur les droits des personnes homosexuelles. Oui, On parle nettement moins de transidentité, encore moins de personnes queer, non-binaires. Tout ça, c'est vraiment en 2005 très, très, très peu mis en avant. ouais, tout à fait. Donc, en 2005, c'est vraiment orienté vers les droits des homosexuels et les combats pour les droits des personnes homosexuelles. Et bien sûr, dès 2005, on commence à parler de mariage, de choses comme ça. Donc, c'était un combat de longue haleine qui date depuis très longtemps. Et puis, vers les années 2010-2015, c'est rajouté la cause transidentitaire. Donc, ADEOS s'est un petit peu développé au niveau de ces combats. Et puis, voilà, on parle de non-binarité, de population queer, de couple queer. Donc, ça évolue sans cesse. C'est ce qui fait la richesse et la diversité de notre chère communauté. D'accord. Du coup, donc 2005, naissance de ADEOS à Saintes. Qu'est-ce qu'il en est des autres antennes? En quelle année elles sont apparues et pour quelles raisons? Alors, ensuite, en 2017, c'est Angoulême qui apparaît, donc, le deuxième centre LGBT. La Rochelle aussi apparaît bien avant, mais La Rochelle, la difficulté, c'est que c'est la préfecture de Charente-Maritime. C'est un endroit quand même très, très touristique Mhm. et donc très compliqué pour avoir un lieu de rassemblement. Autant Sainte, ça a été simple finalement parce que peu de temps après la création, alors les premières réunions, bien sûr, se faisaient chez le président fondateur, Oui, dans la salle à manger, on va c'est dire, ça autour de la exactement. table, voilà, comme toute création. Et puis très vite, sur Sainte, il y a eu la possibilité d'avoir un local. Donc la mairie de Sainte
euh, elle nous met à disposition un local depuis très longtemps, euh, qui est local très sympathique, très convivial, en plein centre-ville, enfin vraiment rien à dire, proche de la gare, Mhm. vraiment quelque chose de bien, mais c'est quelque chose qu'on aurait voulu à La Rochelle aussi. La Rochelle étant la préfecture, on s'est dit, bon voilà, mais Oui, tout ça à n'a jamais fait. été possible. Depuis 20 D'accord. ans qu'on demande, ça n'a jamais été possible, parce que bah, même toutes les associations de La Rochelle sont livrées au même combat, hein. C'est compliqué, le moindre mètre carré de La Rochelle est dédié au commerce, au tourisme et compagnie. Donc, D'accord. difficile. Ensuite, moi, quand je suis arrivé en 2021 à l'association, j'ai monté l'antenne à Rochefort. Alors, Rochefort, il se passe pas grand-chose, mais tous les troisièmes samedis du mois, on fait un petit groupe de parole trans dans un espace partagé. Donc, voilà, ça, et le coût est très minime, hein, donc ça nous permet d'avoir la salle à disposition quand on en a besoin. Puis bon, bah, finalement, on fait ce petit groupe de parole où on reçoit entre 10 et 15 personnes tous les troisièmes samedis du mois. Ça nous convient. Ouais, ouais, c'est quand même 10 à 15 personnes. Déjà, pour un groupe de parole, c'est bien. Je trouve que c'est Oui, c'est correct. C'est bien correct. fourni. On peut pas, la salle ne permet pas d'avoir plus, donc c'est parfait. Oui. Il ne faudrait pas que ça grossisse plus. On ne saurait pas remettre les gens. Ensuite, bah, 2017, une opportunité. Donc, toujours le président fondateur, Frédéric Hay, a la possibilité de faire un petit coup immobilier. Donc, sa maison, tout ça étant fini de payer, tout ça, il se dit, bon, pourquoi j'aiderais pas mon asso? Et donc, bah, c'est quand même un beau geste de sa part, puisque bah, il achète un bâtiment sur Mhm. Angoulême, qu'il rénove, et Ah en oui, fait, quand bah, même. il fait l'opération blanche, c'est-à-dire que le montant des loyers, enfin le montant des remboursements bancaires, met à disposition d'Adeos. Donc, c'est quand même un sacré geste, hein, Oui, je trouve aussi. sacrée preuve d'engagement pour la Tout à communauté. fait. Ben, il le dit pas, c'est une personne très, très humble qui, comment dire, ne mettra jamais ça en avant, mais ça a quand même le mérite d'exister. Oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est un très, très beau geste pour la communauté et c'est surtout un super lieu. C'est très convivial. C'est axé aussi sur la culture. Il y a vraiment un système audio, vidéo qui est bien. Salle de réunion, donc vraiment un chouette centre à Angoulême, qui, à mon sens, mériterait d'être beaucoup plus mis en avant parce qu'il est sur la place Saint-Martial. Il y a un centre qui est central aussi, hein, sur Angoulême. Et donc, moi, après, j'ai ce défaut de regarder beaucoup les chiffres et je m'aperçois que bah, on a un logiciel qui gère nos adhérents, on a à peu près Mhm. 200 adhérents, et je m'aperçois que Angoulême, qui a aussi son centre LGBT, bah, ne fait pas plus, fait beaucoup moins d'adhérents que la Charente-Maritime. D'accord. Donc voilà, moi, au niveau, j'ai ce défaut d'être proche des chiffres et j'aime bien faire parler les chiffres. J'essaye de travailler sur le site d'Angoulême pour qu'on puisse avoir le militantisme qui soit remis un peu au goût du jour et un petit peu mis en avant pour que, voilà, c'est un centre LGBT, on accueille des gens, il y a le côté convivial, mais faut surtout pas oublier le côté revendication. Tout Quand à on fait fait. des prides, c'est pareil, hein. Quand on fait des prides, c'est bien sûr pour faire la fête, mais c'est aussi et avant tout politique et c'est aussi et avant tout pour manifester et combattre pour nos droits. Ça, il Oui, faut oui, pas tout à l'oublier fait. à mon sens. Oui, il faut pas oublier pourquoi la Pride est née quand même à la base par rapport aux discriminations institutionnelles vécues par les personnes LGBTQIA+, et donc une Pride, c'est ce que, en effet, dans l'imaginaire collectif, parfois on se dit oui, mais pourquoi on n'aurait pas une hétéro Pride? Oui, mais c'est qu'une fête, tout ça, et en fait non, faut pas oublier, comme vous dites, que c'est avant tout un moment de revendication, que certes il y a un moment convivial de partage et de fête, mais qu'avant tout c'est un moment de revendication pour accéder aux mêmes droits que les autres personnes. Là, on parlait justement d'Angoulême. Qu'est-ce qui fait pour vous que Angoulême fonctionne moins bien que l'antenne à Sainte, par exemple? Eh bien, après, bon, je pense qu'il faudrait avoir une analyse un petit peu plus poussée que celle que Oui. je vais faire, mais je pense qu'il y a peut-être eu un axe plutôt culturel qui a été mis sur Angoulême avec de très très belles manifestations comme des off-the-hoof au niveau du FIBD, des soirées, dites soirées en tout genre, c'était un peu scène ouverte. Donc il y a eu de très très belles manifestations, mais
clairement axé sur la culture, D'accord. pas trop axé sur ce phénomène revendicatif Mhm. où les gens venaient sans adhérer. Donc voilà, j'essaye de changer un petit peu la politique d'Adeos, puisque vous connaissez comme moi le contexte politique actuel. Ouais, on va y revenir plus en détail tout à l'heure, mais tout à Euh, fait, oui. il faut faire attention à tout ça. Et Exactement. donc là, on n'a juste pas le choix. Il va falloir réfléchir à comment on assure la pérennité de nos centres. Tout à fait. Là, on est quand même, comme je citais la date au début de l'épisode, le 2 juillet 2024. Mm. Le 30 juin 2024, les résultats d'élections n'ont pas été probants, en effet, concernant nos communautés et, comme vous dites, nos lieux de militantisme, nos lieux de convivialité, les lieux où on peut se réunir pour revendiquer. Au niveau de toutes les antennes qui ont été citées et de leurs adresses respectives, qu'est-ce que vous pourriez me dire sur pourquoi ces adresses-là, à part dans les cas, voilà, où vous m'avez dit pour Sainte, je crois que c'était en plein centre-ville, à côté de la gare, Mm. que ça c'était très très bien placé. Qu'en est-il des autres antennes, de leurs adresses, du choix de leur emplacement? Alors, pour les autres antennes, on a dit Sainte, c'était un don de la mairie. Angoulême, c'est une opportunité immobilière. Ouais. La Rochelle, on est sur un espace partagé. Ouais. Donc, c'est au CAS de La Rochelle. Donc, on est à un endroit, on n'a pas choisi, hein. Il y a quelques lieux d'espace partagé où il y a plusieurs associations qui se partagent un endroit. Mhm. Euh, Rochefort, c'est pareil, hein, c'est le seul espace partagé qu'il peut y avoir à Rochefort. Donc, on est sur le centre-ville aussi, mais nous, on n'a pas choisi. Et puis là, sur Niort, on ouvre un troisième centre, puisque l'an dernier, on a eu les financements par la DILCRA. Ok. Donc, on ouvre un troisième centre à Niort, donc c'est au 85 rue Saint-Jean, donc c'est une rue piétonne de Niort, en plein centre-ville aussi, proche de la gare, proche de la préfecture. Donc là, effectivement, on a choisi, puisque on est locataire D'accord. du centre, donc on a un budget pour ça, hein, de la DILCRA. On est donc locataire, et là, effectivement, c'est le seul endroit où on a réellement fait un choix et qu'on a choisi ce local par rapport à son emplacement, puisque notre politique, c'est d'avoir un local somme toute discret. Donc ça, on évite aussi de se mettre trop en avant. Donc, euh, on voudrait être au centre-ville, donc sur un endroit plus ou moins discret, proche de la gare et proche des institutions comme les mairies, les préfectures et compagnie. Et donc là, on a trouvé la perle rare à Niort, puisque on est au centre de tout ça. Donc on est super content de ce qu'on a trouvé sur Niort. Et donc l'inauguration, normalement, sera en septembre. D'accord, en septembre. Ok, c'est bon à savoir. Euh, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les différents. Alors, encore une fois, les centres que j'ai pu interviewer, mais aussi de manière un peu plus informelle, les personnes que j'ai rencontrées, c'est que souvent, en effet, les lieux queer sont accessibles, donc en centre-ville, de manière accessible en transport, etc., mais quand même dans des rues un petit peu cachées, voilà, histoire que, niveau sécuritaire, que ce soit. Qu'il y ait les deux, en fait, qu'il y ait une accessibilité facile, mais aussi un aspect sécuritaire un peu plus Oui. rassurant. Très important. Ok. Bah là, on va pouvoir faire le lien du coup avec la deuxième partie de ce podcast, c'est-à-dire les personnes et les services proposés par le centre. Donc ma première question, ça va être dans toutes ces antennes, dans Adeos de manière générale. euh, Vous qui aimez bien parler de chiffres, je vais vous demander le nombre de salariés, le nombre de bénévoles, quelle place ils et elles occupent au quotidien dans l'association. Alors là, on est à ce jour, on est à 200 membres à jour de cotisation. On va dire quasiment autant de sympathisants. Donc on a deux salariés plus un troisième en recrutement pour Niort. Euh, D'accord. on a donc un bureau composé de 4 personnes, donc la présidente, un trésorier, une trésorière adjointe et le secrétaire, et un conseil d'administration de 15 personnes qui se réunissent. Ce conseil d'administration se réunit tous les mois pour un petit peu l'actualité de l'association et la prise de décision. D'accord. Et au niveau du salariat, du coup, quels sont les postes exactement occupés à l'heure actuelle ou en recrutement, les intitulés, si je puis dire? Alors, ce sont des postes de coordinateurs, hein. D'accord. On a créé une fiche de poste, bien sûr, qui est très détaillée avec toutes les missions. Ce serait
un petit peu, comment dire, trop long de tous Ouais, énumérer. oui, oui. Et puis fastidieux, je pense qu'on prendrait le risque de faire dormir nos auditeurs et auditrices. Donc, on va éviter ça. Mais oui, il Oui. y a plein de missions. On demande des qualités rédactionnelles parce que une de nos grosses missions, c'est le droit d'asile. Mhm. Bon, Ouais, vous ça j'ai savez très vu. bien que la communauté LGBT à travers le monde est persécutée. Oui, tout à fait. Donc, ben, on a des personnes qui viennent demander le droit d'asile pour orientation sexuelle. Mhm. Et donc, ben, dans ces cas-là, nos salariés doivent faire les récits de vie, puisqu'on est une association habilitée OFPRA. Qu'est-ce que ça veut dire Ability of PRA? Ben, tout simplement, ça nous autorise à accompagner nos migrants sur les entretiens OFPRA. D'accord. Tout simplement, ça, voilà, on a le droit de les accompagner. Et donc après, ben, sur ces missions-là, le récit doit être hyper précis parce qu'ils Ouais, sont très, très, très tatillons. Donc, il faut être super précis. Donc, on a vraiment besoin de cette qualité rédactionnelle. Aussi qualité d'accueil, puisque les garçons doivent comment dire, ben, assurer des permanences pour répondre aux questions des passants qui viendraient se renseigner. Euh, il y a aussi des missions de coordination sur des événements. Donc voilà, leurs missions sont très, très, très très variées. varié. Sur le site d'Adeos, j'ai vu le droit d'asile, c'est quoi? Et c'est un outil apparemment créé par Adeos concernant le droit d'asile. Alors, bah, très, très honnêtement, c'est pas ma spécialité de droit d'asile. D'accord. Ce sont plus Frédéric L, le président fondateur, qui maîtrise le sujet, et D'accord. puis les garçons. Moi, je m'occupe plus de la partie transidentitaire. Mais au demeurant, oui, effectivement, sur le site, il y a plein d'informations. En fait, il y a un chemin. Donc, la personne qui arrive en France, alors, il y a deux cas. Euh, on va dire, la personne demande son droit d'asile pour des questions d'orientation sexuelle ou d'identité de genre. Euh, mais pas de problématique particulière. Dans ces cas-là, le chemin va être donc la déclaration et puis donc le passage après en OFPRA et ensuite éventuellement en cour d'appel. Et donc après décision de la cour d'appel, la personne obtient ses papiers ou à une OQTF et puis donc dans ces cas-là va être éventuellement reconduit dans son pays d'origine. D'accord. Il devient de plus en plus compliqué de faire Oui. comprendre à l'OFPRA et aux autorités françaises que des personnes sont réellement en danger. Il se passe des choses horribles dans les pays à travers le monde. Euh, il faut avoir conscience que nous, on sauve des vies. Il y a réellement des personnes qui seraient mortes si elles étaient restées dans leur pays. Ensuite, ben justement, par rapport à ça, puisqu'on a des personnes qui sont vraiment en danger, Mhm. on a des personnes enfin, que la décence m'interdit de vous communiquer la moindre information, Bien puisque sûr. bon, on arrive sur déjà des récits de vie qui sont personnels et puis des choses horribles. Oui, extrêmement Il traumatique, un parcours serait, vraiment. voilà, il serait indécent d'en parler sur un podcast, mais il existe vraiment des choses terribles. Ce qui fait que là, on a des personnes qui sont vulnérables. Pourquoi vulnérables? Ben, parce que par rapport à leur communauté, elles peuvent très bien être ciblées par leur communauté en France, puisque ben, il y a une telle haine que ça peut les poursuivre jusqu'en France. Donc, première possibilité de vulnérabilité, mais aussi un tel traumatisme Oui. que les personnes sont vulnérables parce qu'à deux doigts de se foutre en l'air. Oui, tout à fait. C'est des facteurs de vulnérabilité qui Voilà. s'accumulent entre eux et qui deviennent, enfin, en général, oui, déjà les parcours migratoires, c'est en général des récits extrêmement traumatiques. Quand il y a la question LGBTQIA+, Ouais. en plus, bah, c'est C'est toujours double quelque chose. punition pour les pauvres. C'est vraiment double punition. Mm, Ils ont les éventuelles brimades de xénophobie, tout de à fait. transphobie, d'homophobie. Enfin, franchement, je voudrais vraiment pas être à leur place. Et ce sont des personnes d'un courage. Enfin, je suis admirative devant un tel courage parce que voilà, il y a des récits de vie qui vous forcent le respect.
Oui, tout à fait, tout Là, à bien fait. sûr, quand il y a vulnérabilité, pardon, dans ces cas-là, on agit différemment et puis on va essayer de faire intervenir d'autres leviers, notamment dans les hôpitaux, avec des certificats et tout ça, et on va essayer de faire accélérer les choses aussi. Et Oui, il y a des possibilités d'asile différents aussi au niveau des hébergements. d'accord. Et du coup, vous disiez un durcissement concernant l'OFPRA. Oui, 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 et on a récemment rencontré d'autres associations Mhm. qui aident les migrants, et pas seulement au niveau de la cause LGBT. Oui. D'un ordre général, on s'aperçoit d'un durcissement des conditions d'obtention des papiers. Ouais, c'est quelque chose qui est ressorti également sur Nice à travers notamment les femmes, les femmes migrantes qui venaient d'accoucher ou qui étaient sur le point d'accoucher et où le 115 a énormément réduit les places d'hébergement et où ça a rendu encore, comme vous le disiez, une vulnérabilité et une précarité qui se sont vachement accentuées et, euh, et où désormais, notamment concernant par exemple les violences conjugales, si on veut avoir une place d'hébergement, il faut que les violences conjugales se soient passées sur le territoire français et que la personne ait porté plainte. Ce qui est déjà extrêmement... la plainte n'est pas obligatoire dans un cas de violence, mais en plus de ça, les personnes... Déjà pour une personne qui maîtrise le français, c'est pas évident d'aller déposer une plainte sur la question. Alors pour une personne migrante qui maîtrise pas forcément la langue, etc., voilà, ça réduit encore les, les, les possibilités d'hébergement. Et ça me fait penser à ce que vous disiez sur la question. Moi, personnellement, c'est un sujet qui me fait bondir. Je pourrais en parler des heures carrées, et sans rester de marbre et sans rester objective, parce que vraiment, c'est un sujet qui me fait bondir dans le sens où on critique l'immigration. Mhm. Juste savoir qu'actuellement, le taux démographique européen est de 1,53. Donc on sait que la population est vieillissante. Tout à Mais, fait. mais là, c'est juste alarmant. C'est alarmant. Ça veut dire que à court terme, bien sûr que nous, population de 20, 30, 50, 60 ans, bien sûr que ça ne nous touche pas. Mais si on veut penser à nos enfants et aux futures générations, avec un tel taux de démographique, on court à la catastrophe. C'est-à-dire Oui, que je suis dans, d'accord. dans 100 ans, enfin dans 50 ans, ou 60 ans, ou 80 ans, il y aura peut-être, je sais pas, quels sont mais il y a des estimations qui sont faites où c'est catastrophique. Et très, très peu de pays auront, le taux de renouvellement est à 2,1 enfants par couple. On est à 1,53. Vous imaginez déjà le déficit. Et dans les années à venir, euh, il y a des démographes qui sont très, très, très pessimistes, hein, sur l'évolution démographique mondiale, hein. Justement, comme je disais, on va revenir un peu plus en détail sur ce qu'on peut penser des pourquoi du comment du contexte socio-politique actuel. Avant ça, j'aimerais savoir du coup sur donc le droit d'asile, très très grosse euh, partie du fonctionnement et des actions d'ADEOS. Quelles autres actions sont mises en place et est-ce que c'est plutôt les salariés, les bénévoles? Qu'est-ce que ADEOS propose comme action de manière générale? Alors, nous, on fonctionne par commission. Donc, on a des différentes commissions avec des responsables de commission. On a notamment une commission juridique. Euh, Par exemple, quand une personne, on va dire, à droite de la droite, qui est Marion Maréchal Le Pen, pour pas Mhm. la citer, qui dit que la dame qui a eu le prix féminin euh, d'interprétation au Festival de Cannes, mais c'est pas une dame. Et elle dit ça sur des émissions, bien sûr, de grande écoute, tout ça, tout ça. Et Oui, nous, on l'a ça. entendu. Mhm. Et là, on a dit, ah mais non, madame Marine Rachel Le Pen, ça, on n'a pas le droit de dire ça, c'est de la discrimination. Ok, Donc, tout à fait. du coup, avec Mouse et Stop Homophobie, qui sont nos partenaires de cassage de figure, et ben on a porté plainte pour discrimination, c'est porté partie civile, puisque Super. on le fait à chaque fois. Et on a, alors, Monsieur Zemmour et Madame Marion Maréchal Le Pen, c'est notre fonds de commerce, hein. Je ne vous cache pas. Je vous cache pas que c'est notre fonds de commerce. Ah, mais ça Ce m'étonne pas, sont, hein. ce sont de très, très, très bons clients, hein.
Mais alors c'est vrai, c'est donc une commission juridique, vous disiez. C'est vrai que ça, par contre, j'avais, à part oui, avec SOS homophobie, je l'avais déjà entendu, mais c'est très intéressant et surtout c'est très important. Comme vous dites, je salue également cette action-là de pas laisser passer, en fait, de pas laisser passer les propos discriminatoires sur des chaînes de grande écoute, et que c'est de la discrimination et que avant toute chose c'est interdit par la loi. Ils n'ont pas le droit et elles n'ont pas le droit de tenir ce genre de propos. Je pense aussi au livre, enfin, si on peut Oui, appeler ça un livre, Transmania. Transmania, Ouais, oui, tout à fait. qui est sorti récemment, par exemple. On s'est dit après que on n'était pas forcément très malin d'attaquer la famille Le Pen. Mais bon, c'est fait, on regrette rien. On verra déjà les conséquences. Mais à mon avis, il y aura des conséquences. Bon, bref, Je salue tout de même ce geste. on dit J'avoue. on est courageux et courageuse Oui, oui, d'attaquer oui, la famille Le Pen dans le contexte actuel. Bon. oui, je trouve aussi. Je salue. Ouais, donc vous disiez, oui, effectivement, plein d'autres commissions. Notamment, il y a une commission intervention milieu scolaire. Donc, on a une personne qui est responsable de cette commission et qui intervient dans ce qu'on appelle le Poitou-Charentes, un ancien Mhm. Poitou-Charentes, c'est-à-dire Charentes, Charente-Maritime, De-Sèvres et Vienne. Donc, il va dans les lycées et les collèges dès qu'il a un petit peu de temps. C'est le même trésorier dont je vous parlais tout à l'heure D'accord. qui n'a pas pu continuer son activité de trésorier. Ça Mhm. faisait beaucoup, hein. Oui, C'est mon papa d'une petite fille depuis 3 ans, donc responsable comptable dans une société, responsable des commissions intervention milieu scolaire. Donc bon, ça voilà, faisait ça, beaucoup. Son plus mari lui jouer la disait compta. que il va falloir qu'il lâche quelques activités. C'est pour Oui, il y ça que avait. sous la pression, il a lâché la compta d'ADO. Bon, on peut le comprendre. On peut comprendre, hein. Ouais. Mais les interventions de milieu scolaire, ça reste vraiment son dada, son cheval de bataille, son combat. D'accord. Voilà, c'est vraiment son fils, sa bataille. C'est quelque Ouais, chose auquel il tient beaucoup. Et effectivement, il va prêcher la bonne parole dans le collège et le lycée pour expliquer un petit peu ce que. Alors, il a intégré aussi, il a commencé surtout sur l'homophobie. d'accord. Depuis quelques années, il a intégré beaucoup de transphobie aussi puisque voilà, il a fait évoluer ses interventions milieu scolaire avec son temps. D'accord, oui, oui, bah oui, exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les thématiques évoluent, les propos qui sont tenus à l'heure actuelle sur les personnes transgenres, c'est ceux qu'on entendait il y a 50 ans en arrière sur les personnes homosexuelles. Donc, je salue également le fait d'évoluer avec son temps, comme on dit, et de s'adapter à l'évolution aussi du public. D'ailleurs, le public d'Adeos, il a évolué avec le temps. Est-ce que, justement, on parlait des personnes plus jeunes, des identités plus fluides? Est-ce que vous avez remarqué ça? Oui, c'est notamment, enfin, moi je peux vous parler de la commission trans Mhm. que je gère plus particulièrement avec mes groupes de parole. Et je m'aperçois aussi, ça fait que 3 ans que je suis dans l'association, mais j'ai déjà en 3 ans vu beaucoup d'évolution. C'est-à-dire que au début, c'était plus des personnes trans qui venaient témoigner. Et Mhm. de plus en plus, la parole, les langues se déliant, la parole se libérant, on a vu apparaître beaucoup de jeunes enfants. Oui, Et donc là, nous, on a mis le holà et on a voulu que les mineurs soient accompagnés. oui. D'un point de vue légal, on s'est dit que c'était beaucoup plus rassurant pour tout le monde. Et donc, on a vu apparaître une nuée de parents qui comprenaient rien du tout. C'est exactement la question que je voulais vous poser, c'est marrant, c'est exactement ça, donc on y est. Voilà, qui était vraiment. Là, j'ai notamment un exemple d'une famille où donc on a une jeune fille trans avec une famille recomposée puisque la maman est divorcée, mais le papa génétique de l'enfant est resté proche. Il n'y a pas eu. C'est une famille intelligente, on va dire, Oui, qui s'est pas brouillée et donc le beau-père comme le papa sont présents. Ils soutiennent. Parce que autant la maman arrive encore à capter le vocabulaire et puis à capter la transidentité de sa fille, autant les deux papas, enfin le papa et le beau-papa, ils sont à l'ouest. Ils sont, ils sont vraiment, les pauvres, ils témoignent à chaque fois de leur ignorance. Ils la revendiquent, quoi, mais on n'y comprend rien et tout. Mais ils sont adorables, quoi, parce que ils ont le mérite d'être là, d'être présents au groupe de parole. exactement, c'est ce Faut le que faire.
Oui, tout à fait, parce que alors le fait que les personnes n'y comprennent rien, comme vous dites, ça c'est quelque chose que je peux tout à fait entendre, parce que justement sur les chaînes de grande écoute et les médias mainstream, on a plus tendance à entendre malheureusement des propos discriminatoires que de la pédagogie sur le sujet. Mais comme vous dites, ça me fait chaud au cœur en fait quand j'entends des Ouais. anecdotes comme ça, parce que je me dis, comme vous dites, ils sont là pour apprendre, Voilà. avec leur maladresse, avec leur méconnaissance, mais ils sont là. Et ça, on peut le souligner et c'est quelque chose qui fait chaud au cœur. C'est justement quelque chose qui ressort beaucoup, et cette question et des personnes, de jeunes personnes queer et des parents qui accompagnent et qui, de manière plus ou moins, voilà, avec plus ou moins de connaissances sur le sujet, font quand même la démarche de venir se renseigner, ce qui est assez bienveillant, hein, somme toute. Oui, oui, c'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir ce public. Et on a même, j'ai une autre anecdote, puisque vous me dites aimer les anecdotes, mais j'ai Oui. une autre anecdote. On va aller au printemps 2023, j'ai une personne, par notre site, les gens nous contactent, et puis donc j'ai une demande, une alerte d'une maman dont l'enfant, donc jeune homme trans, est en souffrance. Oui. Donc la maman m'appelle et puis on commence à discuter et elle me dit, mais qu'est-ce que j'ai loupé? C'est une personne qui a un bon bagage, hein, d'hypnothérapeute, de psychologue, donc quand même théoriquement des capacités de, de compréhension au-dessus de la moyenne. Et pour autant, cette maman m'a dit, mais qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai fait mal? Et je lui dis, mais rien. Enfin, il y a pas un moment où vous avez loupé quoi que ce soit. C'est un état, hein, la transidentité de votre Mm. enfant, c'est un état. Tout C'est à pas un fait. C'est choix. pas une Personne n'a pathologie, pas choisi. un choix, ouais. Voilà. Personne n'a rien fait, personne a choisi. C'est un état, c'est un fait. Et il y a pas de responsabilité à trouver. Et donc, chemin faisant, bah, on sympathise, on devient copine comme cochon, euh, on commence à se tutoyer et tout ça. Et puis, bah, on s'appelle régulièrement, au moins une fois par semaine, on s'appelle, tout ça. Et je lui dis, le temps d'une personne trans, c'est pas le temps d'une personne hétéro. Laisse du temps à ton enfant, il va revenir, t'inquiète pas. Et puis, fais-lui savoir par contre que tu fais partie d'Adéos. Elle avait adhéré tout de suite et puis elle était venue tout de suite au groupe de parole. Elle avait commencé à apprendre des choses et tout ça. Et donc, effectivement, je lui dis, laisse de l'air à ton enfant et puis fais-lui savoir par contre que tu fais partie d'Adéos, tout ça, machin. Ben, l'enfant s'est aperçu des efforts que faisait sa maman, de la liberté que sa maman lui laissait. Et puis, ben, quelques temps après, donc, cette personne m'appelle en me disant oh, Rihanna, c'est top. Mon fils vient de m'appeler. Il veut que je l'accompagne à son premier rendez-vous chez le psychiatre. Mais c'est génial, t'avais raison, tout ça. Et à partir de là, donc, bah, elle avait renoué le contact, elle avait renoué ses liens avec son fils. Elle avait Mhm. effectivement fait le deuil de sa fille. Et puis, elle avait capté que bah, c'était son fils maintenant. Et donc, à partir de là, elle s'est dit, ben, moi maintenant, je veux donner. J'ai reçu beaucoup d'ADOS, je veux donner. Et ben là, elle s'est mise, et du coup, donc c'est une Rochelaise, hein, enfin, qui est de La D'accord. Rochelle. Et du coup, elle a créé sur La Rochelle un groupe de parole qui s'appelle donc les parents des enfants arc-en-ciel. Et donc, du coup, bah, c'est réservé aux parents d'enfants trans, non-binaires, queer, avec tout ce que vous voulez. D'accord. Et ben voilà, elle accueille les parents et elle essaye de rendre ce qu'on lui a donné au niveau de son expérience et tout. Et c'est vrai que vous avez cité un terme très spécifique, le fait de faire le deuil de sa fille. Souvent, beaucoup de personnes trans disent, en fait, mes parents ont l'impression de faire le deuil de ma personne, sauf que moi, je suis pas mort, en fait. Au contraire, je suis en train d'affirmer quelque chose chez moi. Transidentité, c'est un état. C'est pas une pathologie, il n'y a pas quelque chose qui a été fait mal. Et en général, les personnes concernées, elles attendent juste que il y ait un effort de fait de compréhension. Ça prouve déjà que le parent ou oui, que le parent est présent et disponible. Je voyais aussi dans mes recherches que, alors donc, commission juridique, commission transgenre, commission d'intervention scolaire, Oui, droit d'asile. oui. Est-ce que il y a des choses qu'on a oubliées ou est-ce que Alors, là-dessus? oui, il y a la commission culture loisirs bon, qui a pour but de faire des sorties, de créer des moments conviviaux. Par Ok, diverses, voilà, bon, on travaille sur divers sujets. Il y a notamment le FIBD, tout ça, bon, le Festival international de la BD à Angoulême. Voilà, donc la culture loisirs, c'est aussi une commission importante. On a la commission solidarité internationale, puisqu'on a des budgets pour aider les personnes qui sont
qui sont en souffrance sur des pays étrangers. Mhm. Une commission de santé qui travaille, par exemple, avec le Corévi de Bordeaux, du Oui, siège de Bordeaux. Puis après, des petites commissions financières, communication, informatique. d'accord. Il y a des sujets aussi voilà, au niveau par exemple, de l'informatique. On traite des données sensibles, donc il faut qu'on les Ouais, protège. ok, Donc, on s'est dit tout à qu'il fait. fallait créer une commission informatique et sécurité pour Ok. protéger les données de nos adhérents. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est pas un volet duquel j'ai entendu souvent parler, C'est important. mais il faut y penser, ouais. Ouais, ouais. Surtout que là, légalement, il y a aussi des lois et des choses à. Enfin, on peut pas faire n'importe quoi, comme vous disiez, Oui, avec ces données, et c'est vrai que clairement. qu'il faut y penser. J'ai vu justement, parmi toutes ces actions citées, alors, petite précision, je viens d'y penser à l'instant, Corévi, c'est Coordination Régionale du VIH, pour les personnes qui nous écoutent et Oui. qui savent pas forcément, voilà, sur le volet santé. Il y a deux choses qui m'ont interpellé dans mes recherches sur ces sujets-là. Déjà, c'est que vous avez des bénévoles aussi à Bordeaux et à Paris, j'ai vu. Alors, oui, en fait, on se dit, quand on se présente, on se dit ONG internationale, Oui, puisqu'on travaille beaucoup avec le Sénégal. ouais, j'ai vu Collectif Free Sénégal et Shams en Tunisie. Ça, c'est aussi quelque chose Voilà. dans les partenariats, ouais, que j'ai soulevé. Voilà. Et puis, on a nos entrées un peu partout avec les ambassades et compagnie. On D'accord. travaille avec le consul des États-Unis. Ok. On a, si vous voulez, après 20 ans d'expérience, Ouais. Frédéric, le président fondateur, il a un gros, gros, gros carnet d'adresses. Tout à fait. Ouais, j'ai vu que c'était un des plus. En fait, Adéos en France, c'est un des plus gros centres LGBTQIA+, voilà, au niveau Oui, de parce qu'en tous les fait, partenariats. oui, on peut se référer à la DILCRA. Donc, la DILCRA qui est rattachée au cabinet du Premier ministre, c'est la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. C'est aussi l'organisme qui nous finance. Une- Mis à part Paris, on est effectivement l'organisme qui a le plus de financement de la DILCRA, puisqu'on a à peu près 10% des ressources rien que nous. D'accord. Donc, c'est effectivement, on est assez gros, hein, on est une grosse structure, Ouais. et on est surtout connu de tous ces organismes-là. On organise pas mal de choses avec la DILCRA, avec les CORA, avec le RAVAD, avec le Défenseur des droits. Ouais, j'ai vu en partenaire défenseur des droits aussi. Voilà. Cora, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, ça, je crois pas savoir. Alors, la CORA, en fait, c'est l'organisme qui découle en fait, toutes les préfectures de tous de France et de Navarre. D'accord. Donc, le CORA, c'est Comité opérationnel de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Donc, on Ok. reprend les lettres de la DILCRA. Tout à fait. Sauf que là, c'est département par département. Théoriquement, chaque préfecture, puisque le référent LGBT de la CORA, de la DILCRA, donc il est censé être nommé par chaque préfecture. Et donc, la préfecture est censée faire, je dis bien censée, Mhm. parce que dans les faits, c'est pas souvent le cas. Il y a même des départements où il n'y a pas de Cora du tout. Mais théoriquement, c'est 2 par an. Et je vous assure qu'on en est loin. Et ça fait partie de nos batailles aussi. D'ailleurs, le 8 juillet, il y en a une à La Rochelle. Il y a un Cora à La Rochelle. D'accord. Ils vont pas aller assister avec Fred et moi-même. Et donc, il y a des gros, gros, gros sujets. Et notamment, nous, on sait que pour la DILCRA, par exemple, Monsieur Olivier Klein, Mhm. qui est un ancien ministre de la ville, je crois, il me semble, je ne sais plus à quel moment, mais bon, il suffit de faire des recherches sur Monsieur Olivier Klein. C'est une personne politique assez importante quand même. Et donc, c'était l'ancien directeur de la DILCRA. Ok. Et là, on sait, on peut le savoir, hein, c'est de notoriété publique, puisqu'il suffit de faire une recherche et on le voit. Donc, il a été nommé recteur de l'Académie de Strasbourg. D'accord. Donc, voilà, on sait que. Alors, nous, on a peur que ce soit les rats qui quittent le navire. On- je vous cache, je vous fais part de notre inquiétude. Ah ouais. Ah, voilà, on a déjà entendu parler des ARS qui pourraient sauter. Enfin, bon, on Ouais, se plein dit, de ça choses va être. assez. Ouais. Ouais, Ça, avant de c'est. tout casser, il faudra peut-être s'assurer que les fondations soient là. Et on a peur qu'en fait, le futur gouvernement casse tout. Oui, c'est On pas peut tout impossible. reconstruire.
c'est pas impossible. Là, on est vraiment dans l'incertain par rapport à ça. Comme Voilà. je disais, on va y revenir plus en détail, mais oui, oui, tout à fait, parce que le 26 juin a eu lieu au Centre LGBT de Marseille une conférence sur le rôle des centres LGBT en France avec quelques invités. Et c'est vrai que ça, c'est une inquiétude, notamment, là, on cite la DILCRA, mais on sait, enfin, dans ces cas-là, est-ce que la DILCRA existera toujours selon, voilà, les conséquences sociopolitiques actuelles? On est vraiment dans le flou total, le flou artistique, si je puis dire, sur toutes ces questions. Donc là, DILCRA, j'ai vu aussi au niveau des partenaires du coup plutôt institutionnels, la région Nouvelle-Aquitaine, la Oui, ville de Saintes, d'Angoulême, de La Rochelle, le Grand Angoulême, Fonds de oui, dotation LGBTI, oui, Fédération LGBTI, oui. Défenseurs des droits, et j'en ai vu un autre que je trouve plus rare, dites-moi si je me trompe, c'est Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, toujours pareil, hein, Frédéric est le président fondateur à ses entrées et il est quelquefois en fait, ce sont vraiment des portes d'entrée et il lui arrive fréquemment quand il y a un blocage sur une porte, de passer à l'étage suivant pour aller voir euh, un organisme différent ou supérieur en hiérarchie. D'accord. Enfin, voilà, il a cette capacité à contourner le problème et à aller frapper à toutes les portes, dont celle-ci, où il a ses entrées, où il connaît du monde et où il est connu comme le loup blanc. Euh, D'ailleurs, il est vraiment voilà, au niveau de tous les organismes, toutes les institutions qu'on vient de citer, Mhm. il est vraiment connu comme le loup blanc. Et je n'ai pas peur de dire qu'il est craint aussi, puisque il est un peu souvent en mode pitbull, c'est-à-dire que quand il a un os à ronger, il ne le lâchera pas. Du coup, ça, c'était les partenaires institutionnels. Les partenaires associatifs privilégiés, qui ça va être pour Adeos à l'heure actuelle? Alors, justement, c'est bien d'en parler parce que sous l'impulsion de la DILCRA, d'une jeune chargée de mission de la DILCRA, qui s'appelle Madame Léovanie Das, Mhm. qui est une personne qui nous a contactés en début d'année en nous demandant, euh, en nous signalant qu'elle aimerait rencontrer les acteurs LGBT du secteur. D'accord. Donc, après quelques discussions, donc ça devait être autour du 17 mai, donc on a trouvé une date qui était donc le 22 mai. On a fait une table ronde avec toutes les associations du coin. D'ailleurs, tout le monde s'est accordé à dire que cette jeune fille était d'une intelligence rare, d'une compétence rare aussi. Et D'accord. donc, elle a vraiment fait tant d'émules qu'à la fin de la réunion, tout le monde s'est accordé à dire que cette initiative ne devait pas rester sans lendemain. Du coup, est né, comment dire, un collectif qui D'accord. s'appelle Acteurs LGBT 17. Et donc, on a comme association, on a Grey Pride, donc pour les droits des vieux LGBT, Ouais. qui a une antenne sur La Rochelle. D'accord. On a La Rochelle Pride qui gère la marche des fiertés de La Rochelle. On a La Housse qui est une association un peu festive. On a Ok. le Boucan des Paillettes, une association un peu orientée lesbienne sur des manifestations revendicatives et festives. Donc il y a la partie Boucan et la partie paillettes, hein, c'est ce que j'aime bien dire. On a aussi des élus de la mairie de La Rochelle. Donc, en Ok. fait, le but de ce collectif, c'est vraiment de regrouper des personnes de la société civile, des personnes du monde politique, du monde social, du monde associatif. Voilà. Et tout ce petit monde, de le faire cohabiter sur différents sujets et en fait de faire tourner aussi les leads. C'est-à-dire que j'ai organisé les deux premières réunions. Et là, donc, le lead a été donné à une autre association qui s'appelle le Strangeland. Donc, Strangeland, c'est une association. J'ai pas leurs cinq, ils ont cinq piliers. Et il vaut mieux aller voir leur site parce que je serais Ok. difficile à expliquer. Donc Strangeland, c'est ça? Ouais, Strangeland, Ok. euh, c'est une vraiment petite association qui a son côté vraiment strange. Oui, comme son nom Voilà. l'indique. Voilà. Et c'est à part, et donc c'est eux qui vont organiser au mois de septembre la prochaine réunion. Donc voilà, ce petit collectif, il est né le 22 mai, et a D'accord. priori, il est bien parti pour vivre, pour survivre, et j'espère vivre.
et vivre de bons moments, de bons moments festifs, revendicatifs surtout, et de défense, parce que là, vu le contexte politique actuel, on a vraiment intérêt à se serrer les coudes Oui, tout à fait, c'est une urgence. et à être une grosse force. Tout Donc à voilà. fait. Alors, c'était pas d'actualité le 22 mai, mais finalement, je pense que le destin a fait que, et ce collectif, il prend d'autant plus voilà, le 26 juin, quand on s'est revu, là, on s'est dit, voilà, on se voit, mais c'est pas pour rien. Ouais, tout à fait. Tout à fait, ça a créé une émulsion et Oui. un- ouais, une émulsion de pensées, Ouais. d'actions et d'idées. Super, ok. Et est-ce que vous travaillez avec les autres centres LGBTQIA+ en France? Oui, oui, bien sûr, on fait partie de la fédération. Voilà. Donc, du coup, bah, tous les 6 mois, on fait des rencontres. Au mois de février, on a organisé les 47e rencontres de la fédération. On a accueilli tout le monde à Angoulême. Et donc, les 48e, c'est Quasar à Angers, fin août. On va tous à Angers, voilà, les rencontrer tout le monde. Et ça, c'est vraiment des bons moments aussi parce qu'on avance. Voilà, le président de la Fédération française est quelqu'un d'extraordinaire. Et au-delà de ça, même monsieur Corbin, Stéphane Corbin, qui est le porte-parole de la fédération, qui est un puits de science, Ouais. euh, est vraiment là aussi une personne d'une rare intelligence. Et je bois ses paroles à chaque fois que je l'entends parler. Tout comme Frédéric Guay, hein, le président fondateur dont Mhm. je parlais. Ce sont des personnes qui ont une aura, qui ont une grosse culture LGBT et qui ont de toute façon une aura et vraiment une intelligence rare. C'est surtout sincère, parce que c'est Oui, oui, vraiment des oui. choses que je pense. Et j'ai eu le fait de faire partie d'Adeos, hein, qui est ma famille maintenant, Mhm. ma deuxième famille, hein, puisque bien sûr, tout se passe bien avec ma famille et je la renie. Bien sûr que je la renie pas. Et ma deuxième famille, on va dire, m'a permis de rencontrer vraiment personnes sympathiques. J'en Comprendre. profite pour vous féliciter aussi. Merci énormément. Ce moment, Femme-Henri, ce moment est vraiment très, très agréable. Oui, bah c'est vraiment un plaisir partagé et j'apprends beaucoup de choses. C'est vraiment passionnant d'enregistrer d'enregistrer cet épisode. Ça me fait très plaisir et encore une fois, ce podcast aura un teaser où je me présente en quelques mots et où je présente le projet. Mais il faut savoir que au niveau contexte, en effet, j'ai contacté les différents centres LGBTQIA+ à travers la France de manière individuelle en tant que personne physique et non en tant que structure, association. Donc je comprends que ça ait occasionné de la méfiance, surtout dans le Oui, contexte actuel, on ne sait jamais quoi. c'est ça, c'est ça. Ouais. Donc Euh, je n'en tiens pas absolument pas rigueur, c'est oui. pas un souci. Ok. Est-ce que au niveau des partenariats, il y en a d'autres qui vont voir le jour là prochainement, qui sont prévus? Oui, il y en a un dont on peut parler, Ok. sur lequel, parce qu'on a évoqué il y a quelques instants les difficultés possibles et éventuelles de la DILCRA, Mhm. l'incertitude, tout du moins, qu'on est en droit de penser. Et donc, on essaye aussi de diverses choses et on a contacté, avant tous ces problèmes-là, on a contacté une institution qui s'appelle l'ARS, Mhm. alors qui est aussi dans le viseur, L'agence régionale de santé donc. voilà, l'agence ARS, qui est aussi dans le viseur. Mhm. Alors, on espère qu'elle ne sera pas dissoute parce qu'on a commencé à travailler avec eux aussi pour l'accueil des personnes trans, D'accord. puisqu'on leur a fait un état, on a eu une réunion avec eux, avec le directeur de la Charente-Maritime, on leur a fait un état, on leur a fait un topo, un petit peu une photographie de la situation en Charente-Maritime et plus largement dans le Poitou-Charentes. Et donc, voilà, on a eu l'inquiétude aussi partagée du directeur qui nous a dit oui, effectivement, il faut qu'on agisse. Donc, on D'accord. a déposé des dossiers pour éventuellement des financements. Ok. Super. Et donc Super. là, Donc des. on devrait avoir des réponses cet été. Ok, donc je croise les doigts, un beau Oui. projet à venir potentiellement. Alors, les centres, vos antennes sont dans des villes. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des demandes et des besoins dans les zones plus rurales de votre secteur géographique? Pas forcément. Ok, Moi, je suis issu de la ruralité puisque d'accord. je viens d'un petit village, hein, de 1000 habitants.
Donc effectivement, c'est un sujet qui me touche et j'essaye de développer un peu la ruralité. J'ai essayé de rencontrer les élus du secteur sans trop de succès parce que ils m'ont fait part aussi des difficultés de trouver un local. Mais j'aimerais bien, et il y a une marche des fiertés qui me plaît particulièrement, c'est la marche des fiertés de Chesnvel Ok, qui a lieu le 27 juillet là. d'accord. C'est où c'est un village, Oui, alors D'accord. Chesnvel, c'est un petit village de 400 habitants et vraiment tout petit et c'est parti un peu d'une boutade entre le maire et un avocat issu du village qui se sont dit on va faire un travail d'Achètevel et l'autre il a dit chiche et c'est parti de là. Bon, et du coup maintenant la marche des fiertés c'est la troisième édition. Il y a beaucoup de monde et c'est une marche des fiertés rurales et c'est vraiment dans les champs. Les chars, c'est des tracteurs. Et puis voilà, comme tout le village, il est tellement petit qu'on ne peut pas aller dans les rues. Ah Si oui. vous voulez faire une marche des fiertés, il n'y a pas le choix. Il faut forcément aller dans les champs. Et donc, du coup, comme il y a pas, comme le village est tellement petit que la place du village est à l'image du village, Oui. voilà, il y a 2 arbres et demi et puis il n'y a même pas de quoi faire une petite boule sur la place. Du coup, la place du village, finalement, c'est un champ D'accord. et que tout se passe dans le champ, donc tous les stands sont sur le champ. C'est génial. En fait, il y a tellement de champs que finalement, au final, il y a de la place. Donc, le parking, c'est un champ. Le camping, le terrain de camping, c'est un champ. La place du village, c'est un champ. Et c'est juste génial. Enfin, moi, c'est une ambiance que j'adore. J'incite vraiment à aller à cette marche des fiertés rurales de Chenvel. C'est juste magnifique. Bah, ça me plairait beaucoup cette année, ce sera pas possible, mais vraiment, Ouais. ça résonne énormément ce que vous dites. J'avais jamais entendu ça déjà, je trouve ça, rien que le concept, je le trouve génial. Ayant moi-même pas forcément grandi en ville, je suis assez attaché pareil à la ruralité. Mais Ouais. alors ça, j'avais jamais entendu et ouais, Ah, c'est top. ça donne à penser, ouais, vraiment. Surtout partir comme ça d'une boutade, comme vous disiez, qui a vraiment donné une marche, alors ça, c'est Ouais. assez Et, incroyable. euh, et on va faire une marche à Châtelet. Peut-être que la soirée, j'ose imaginer que la soirée était peut-être un peu arrosée pour en arriver là. On arrivait à une phrase de on va faire une marche à Châtelet, et puis que l'autre dise chiche. Bon, voilà, mais tout, voilà, les belles choses naissent parfois de Des moments festifs. boutades, de moments un peu congrus. Mm. Et là, finalement, il y a quelque chose de magnifique qui est sorti du cerveau là aussi de 2 personnes adorables et qui s'investissent beaucoup pour la communauté LGBT. Et de faire une marche à Sennevel, donc ce petit village rural, c'est juste magique. Pour moi, c'est Oui. de la magie. C'est Oui, vraiment de la oui, magie. oui, oui, ça a l'air, ça me met, ça me met les étoiles dans les yeux rien que d'y Oui. penser, donc vraiment, Savoir que l'an dernier, donc à la marche des Chennevel 2023, il y a quand même eu 2 ministres. Il y a eu 2 ministres, moult députés, moult maires, les étoiles, pas les étoiles, mais les écharpes tricolores, on les compte, n'arrêtait plus de les mettre partout. Il y avait des personnalités aussi. Il y avait, vous savez, le jeune agriculteur homosexuel de L'amour est dans le pré, oui. voilà, qui est assez connu aussi. Donc, Mhm. il y avait quelques petites personnalités. Il y avait des drag queens très connus et compagnie. Et donc, voilà, c'était au-delà de la magie du truc, il y avait quand même aussi comment dire, la, la moindre, enfin, La tous les gens se sont, représentation, voilà, tous les gens se sont vraiment ils ont pris cette marge de fierté, ils l'ont pris en amitié, en amour. ouais, c'est ce que je crois comprendre, parce que Voilà. vraiment, ça a eu l'air d'être très bien organisé en plus de ça, et de Oui. réunir, comme vous disiez, certes les personnes sur place, mais aussi, voilà, des acteurs et actrices politiques, des drag queens, des personnalités du spectacle, etc. Ça m'impressionne Il y a eu, énormément. il y a eu des reportages et tout ça. Mais en fait, à la première marche en 2022, à la première marche, ils attendaient allez, 50 personnes ou 100 personnes, enfin Ouais. juste des copains. Ils attendaient les copains, ils avaient fait un peu de pub sur les réseaux sociaux. Mhm. Mais en gros, c'était voilà, on va faire un truc pour les copains. Il y a eu, la première, il y a eu 1500 personnes. Mon Dieu, eh ben dis donc, quel Et succès. juste en ayant parlé comme ça. La deuxième, il y avait 3000 ou 4000 personnes. Le Donc double. là, je n'ose même pas imaginer le nombre de personnes qu'il va y avoir. Mais oui, en fait, c'est devenu assez iconique en France finalement. Elle fait parler d'elle, cette marche. C'est Ouais, magnifique. c'est ça.
C'est vraiment splendide et ça aussi, je le répéterai jamais assez, mais ça me fait vraiment chaud au cœur et Ouais, c'est clair. j'aimerais pouvoir y être un jour. Mm. La suite de cet épisode va faire mention de violences envers les personnes et les lieux queer. Là, on va passer sur une toute autre thématique qui fait beaucoup moins chaud au cœur. Ouais. Qui concerne, en fait, à chaque fois, je le dis dans chaque épisode, cette partie-là, c'est un peu la jeunesse du projet. C'est-à-dire qu'à travers la France, ces dernières années, beaucoup de centres LGBTQIA+, ont été vandalisés, attaqués, etc. Déjà, est-ce que c'est le cas d'Adeos ou d'une de ses antennes? Non, heureusement, par chance, on n'a pas eu. Alors, est-ce que c'est par rapport à notre politique aussi de discrétion? Non, par chance, on n'a pas eu d'actes homophobes ou transphobes ou de vandalisme de nos centres. Voilà. Après, on a des exemples de, voilà, d'adhérents qui se sont fait agresser. Ouais, c'est Euh, une partie sur laquelle je voulais venir ouais. aussi. Les Comment... centres, non. Non. Ok. Et bon bah tant mieux, je touche du bois pour vous. En fait, j'ai arrêté là les précédents épisodes, j'ai remarqué que certaines structures, même quand ça n'avait pas été forcément médiatisé, parce qu'il y en a eu pour qui ça a été médiatisé, d'autres non, me répondaient quand même oui. Donc maintenant, je pose la question sans m'avancer sur ce qui a été médiatisé ou non. Et du coup, par contre, concernant les adhérents adhérentes qui ont pu subir des LGBT-phobies, comment ça s'est passé? Si Adeos a été sollicité, comment ça s'est passé par la suite? Eh ben, en fait, là aussi, c'est pas trop ma partie, puisque c'est plus la commission juridique, voire D'accord. même Frédéric. Il y a des accompagnements, hein. Ok. En fait, on est en cheville avec les commissariats Mhm. où normalement il y a un référent Ouais, tout à fait. théoriquement mis en place, hein, donc le référent LGBT. Et donc nous, on connaît la personne qui est responsable de la Charente-Maritime. Et Ok. donc récemment, on l'a sollicité sur une personne, une jeune femme lesbienne, alors, il y a eu un quiproquo en fait, parce qu'elle croyait que le policier lui avait refusé le dépôt de plainte. D'accord. Et en fait, il y a eu une agression, mais vraiment très grave. Et pour le coup, le policier a détecté la gravité de l'agression et a demandé à la personne d'aller d'abord à l'hôpital pour avoir, parce qu'il se doutait qu'il y aurait des ITT. Ok, pour passer par un médecin légiste et donner plus de poids à la Ouais. plainte, justement. Et Ok. voilà, pas manqué. Il y a eu 8 jours d'ITT. Et donc là, avec ça, après, c'est Frédéric qui s'est déplacé, on va dire un peu pour rien, parce que donc on a alerté, on a fait un peu le combat, on a alerté au moins ça nous a permis de vérifier que ça fonctionne. Donc on a alerté la référente LGBT qui a mené son enquête et tout ça. Et puis on a vérifié les faits avec comment dire la main courante. Ok. Alors, on a vérifié les faits avec la personne, on lui a demandé si c'était passé comme ça. On lui a expliqué que c'était pas un refus, c'était juste un conseil de procédure Ok. pour que il n'y ait pas plusieurs dépôts de plainte et que qu'on soit sûr qu'au niveau du procureur, ça passe crème directement avec l'ITT de 8 jours. Et D'accord. qu'on ne Ouais. prenne pas en compte un truc où il n'y aurait pas eu d'ITT. Donc, en fait, voilà, c'était plus un quiproquo, mais la police n'avait pas refusé de prendre la plainte. D'accord. Bon, voilà, un exemple de choses sur lesquelles on peut intervenir. Et puis, surtout, oui, le côté positif, c'est qu'on a pu vérifier que le système policier fonctionnait. C'est exactement ça que je voulais demander. Ouais, c'est les relations. Donc vous, du coup, Adeos, en tant que structure, avec les référents et avec les commissariats, ça a l'air de plutôt bien se passer. Oui, oui, Ok. oui. Oui, Ça, c'est une bonne on est chose. en contact avec les RG, puisque quelquefois, on va déclarer des manifestations. Ok. Donc, on connaît personnellement les RG. Voilà, ça se passe en toute discrétion, bien évidemment. Comprenez que c'est des choses qui doivent vraiment rester le plus discret possible. Mais bien sûr, chaque fois qu'on fait quelque chose, les policiers sont au courant. Ok. Ça, Oui, oui, ça oui, me sur les paraît, manifestations, tout ça ça. me paraît logique qu'on soit en contact avec eux. Voilà. Mais c'est Ouais. quelque chose qui se fait vraiment dans la plus grande discrétion pour qu'on puisse protéger notre population et notre communauté. Discrétion, vous parlez là des manifestations, des choses comme ça?
Oui. Du coup, est-ce que vous arrivez est-ce que vous faites quand même de la pub entre guillemets pour ces manifestations? Vous les mettez en Oui, valeur sur les réseaux sociaux? oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire du coup de discrétion pour vous dans ce contexte? Alors, en fait, autant les marges de fierté vont être annoncées. On a le 5 mai, on avait fait une manifestation contre Transmania. Ouais, tout à fait, ça s'est fait. Autant, voilà, on l'a fait en relation avec le Boucan des Paillettes et on l'a même déclaré pour le Boucan des Paillettes, qui est une jeune asso qui pouvait pas, qui est une jeune asso en création et qui pouvait pas à l'époque déclarer elle-même sa manif. D'accord. Euh, mais voilà, en l'occurrence, cette partie-là, enfin, c'est surtout le Boucan des Paillettes qui a communiqué. D'ailleurs, il y avait plus de 200 personnes, donc c'était une réussite. Euh, et après, ben, moi, de mon côté, quand j'ai fait la déclaration de ça, il a fallu que je sécurise la manifestation. Donc là, on est en relation avec la police nationale, avec les renseignements généraux, avec la préfecture, tout ça. Et on D'accord. sécurise sur des actions, tout ça. Et tout ça, c'est ça qui se fait discrètement. Ok, d'accord, C'est-à-dire que voilà. les gens ne savent pas, mais ils sont super protégés. Et la police nationale est là. Et je leur tire mon chapeau là aussi, parce que, bah, oui, quelquefois, il faut, il faut, comment dire, euh, signaler des problématiques, peut-être quelquefois de l'homophobie, de la transphobie. Maintenant, c'est pas une majorité. Dans l'ensemble, la police nationale fait du bon boulot. Et nous, on a pu s'en apercevoir. On a de très, très bonnes relations avec eux. Ça dépend. J'ai remarqué que ça dépendait malheureusement beaucoup des régions et qu'en général, plus que l'individu policier, c'est l'institution policière qui peut être pointée du doigt dans certains dysfonctionnements. Il y a des régions où ça se passe très bien, des régions où ça se passe moins bien. Du coup, là, du coup, en fait, à chaque fois que j'enregistre un épisode, il se passe quelque chose dans le paysage sociopolitique en ce moment. C'est tellement chaotique. Donc, je vais plutôt citer des choses que j'avais mis à la base dans les questions. Il y a en effet Transmania dont on a parlé. Il y a eu cette loi pour interdire les transitions de genre aux personnes mineures. Et il y a les élections. Donc, euh, le contexte sociopolitique en France à l'heure actuelle pour les personnes queer, qu'est-ce que vous en pensez? Comment Adeos se positionne? Voilà. Alors, bah, à Déos, on a notamment la dernière manifestation, c'était la marche des fiertés de La Rochelle, à laquelle on a participé. On avait bien sûr fait un petit édito, un petit manifeste sur lequel, bien évidemment, qu'on a résumé un peu toutes les actions. C'était au moment des élections européennes, Mhm. juste avant les élections européennes. Bien évidemment, on a listé tout ce que n'avait pas fait le Rassemblement national au niveau de l'Europe. Il y avait 9 sujets LGBT. Oui. Euh, et en fait, sur les 9 sujets, bah, il y a 8 sujets où le Rassemblement national a voté contre. Ouais, tout Juste à fait. 8 ans où ils avaient voté pour. Donc, on a juste rappelé ça. On n'a pas donné de consigne de vote, mais on a dit attention aux extrêmes, attention à l'extrême droite. Et on n'a pas cité le Rassemblement national. On a vraiment essayé, nous, on essaye de rester apartisan. On n'est pas apolitique, hein. Oui, c'est pas la On est même chose, tout obligé. à fait. C'est bien Voilà. de le préciser. On est obligé de faire de la politique. Sinon, on n'a pas lieu d'être une association de défense des droits LGBT. Ouais, Sans politique, on ne peut pas avancer. Par contre, on essaye d'être apartisan. tout à fait. Maintenant, voilà, on va appeler un chat, puisque pour moi, le moment est très grave. Oui, Et oui, bah, c'est le Rassemblement national qui est visé, hein. On va prendre notre courage à deux mains, bah, quitte à se faire targuer de devenir partisan. Mais pour moi, le moment est tellement grave. Et puisqu'on est parti dans la politique, je m'y intéresse, bien évidemment. Et j'ai, le dimanche soir, écouté un petit peu ce qui s'était dit. mhm, Et j'ai vu des personnages politiques, là, je ne vais pas les citer quand même, parce que ouais, par respect, mais j'ai vu 2 personnages politiques avec une grosse notoriété ne pas se positionner face au Rassemblement national, ouais, voilà, de pas donner de consigne de vote. Alors que là, pour le coup, on peut les citer parce que bah, c'est tout à leur honneur. Je prenais notamment Monsieur Olivier Faure, oui, président du Parti socialiste, qui soulignait que depuis historiquement, le Parti socialiste a toujours pris ses responsabilités et il faisait remarquer qu'en 2002, pour un socialiste, de glisser un bulletin Jacques Chirac dans l'urne, ça a été loin d'être facile. ouais.
Hein, Ouais, parce qu'il bien sûr. fallait Il y a les choisir votes entre Jacques barrage. Chirac et Jean-Marie Le Pen. Tout à Donc, fait. voilà, M. Faure faisait remarquer que pour un socialiste, c'était quand même chaud patate de glisser un bulletin Jacques Chirac dans l'urne. Pourtant, ils l'ont fait. Ils ont pris leurs responsabilités, ils l'ont fait. Et c'est ça il faut prendre. Faut que, à mon avis, en France, il faut qu'on prenne nos responsabilités, Oui, de bien réfléchir tout à à ce fait. qu'est le Rassemblement national, de bien réfléchir à ce que sont les bases du Rassemblement national, sur quel socle il a été construit. Tout à fait. Hein. Et donc, voilà, il faut prendre ses responsabilités et se positionner. Je pense que beaucoup d'hommes politiques, d'hommes politiques, de sportifs, de personnes connues se sont positionnés, ont eu le courage de se positionner. Ben, je pense qu'il faut euh, comment dire, saluer ces personnes-là et puis bah, par respect pour eux, par respect à l'engagement qu'ils ont pris, et ben, nous faire pareil et se positionner aussi contre les extrêmes. Tout à fait. Tout à fait. C'est là que à partisan et à politique, c'est pas la même chose. À partisan, ça veut dire ne pas prendre parti pour un parti politique en particulier. À politique, ça veut dire ne pas faire dans la politique et dans ce cas-là de plus vaste, c'est-à-dire que quand on est une structure LGBTQIA+, une structure antiraciste ou toute autre association qui œuvre pour les droits humains, c'est très compliqué d'être apolitique puisque la base, le socle, c'est justement des revendications très fortement politiques pour l'accès aux droits, pour voilà, surtout l'accès aux droits et à l'égalité qui n'est pas encore respecté de facto. Donc, et c'est vrai que là encore, sans se montrer partisan, partisane d'un parti politique en particulier, l'heure est grave. Et en effet, il y a une question, je pense aussi, comme vous le disiez, de responsabilité où, oui, si c'est pas maintenant, c'est jamais. Et c'est bien de souligner que, comme vous le disiez, certaines personnalités vont prendre ces responsabilités-là et d'autres non. Et le problème, c'est que les conséquences derrière, elles peuvent être terribles, quoi. C'est ça. Pour nos communautés, mais pas que. C'est ça, exactement ça. Tout à fait. D'accord, bah du coup sur les violences, etc., sur le contexte sociopolitique, merci pour avoir répondu à cet aspect-là. Là, on arrive sur la dernière partie du podcast, c'est-à-dire perspective d'évolution et bilan. Donc pour Adeos, là, qu'est-ce que c'est la suite, les envies, les projets, les idées? Eh bien, jusqu'au 7 juillet, stand-by, on a un petit peu gelé tous nos projets. Ok, ouais, Euh, bah, pourquoi? Tout ouais. simplement parce qu'on est dans un flou politique total et qu'on a évoqué la DILCRA tout à l'heure et on ne sait pas à quelle sauce ça va être mangé cette pauvre DILCRA. Mhm. Donc, bah, l'embauche qui devait éventuellement se faire en juillet a été reportée en septembre pour notre centre de Niort. Ok, Donc voilà, on joue sur la prudence. On va attendre de savoir ce que devient la DILCRA, qui est notre principal financeur. mhm. Et si la DILCRA est dissoute et que nos subventions sont éliminées, eh bien, bah, il faudra se remobiliser au niveau du bénévolat Mhm. et puis bah, faire sans les salariés, mais continuer à faire vivre nos centres, obtenir des budgets de fonctionnement, parce que bah, même si on n'a plus les charges salariales, un centre LGBT, ça coûte. Oui, Ça coûte de par l'électricité, le loyer, pour Niort, par exemple. Donc, il faut un budget de fonctionnement. ouais, Donc, on peut tenir quelques mois, mais pas de vitam aeternam. Donc, il y aura une grosse remise en question. Et d'accord. puis, après, ce qu'on a convenu avec Frédéric, puisqu'on a beaucoup réfléchi à cette situation, je ne vous cache pas que ça nous a fait quelques nuits blanches. Ouais, je m'en doute. Ouais, là, à l'heure Voilà. actuelle, c'est vraiment. Et donc, en fait, ce qu'on a dit, c'est qu'on ira après un coup de communiqué de presse. Ok, C'est-à-dire que, par exemple, bah, si on nous sucre les salariés, tout ça, et qu'on a des demandes d'asile, eh ben, on renverra vers la préfecture. Donc, d'accord. toutes les demandes qu'on aura, on les renverra vers la préfecture. Si on a des demandes que la RS est dissoute et tout ça, eh ben, pareil, on renverra puisque monsieur, qui vous savez, s'il décide de dissoudre la RS au niveau des préfectures, hein, qui est un responsable, eh ben, on renverra les demandes de santé, les demandes de parcours trans, etc. On renverra vers la préfecture. Mhm. Tout ce tout ce qui est actuellement dirigé vers Adeos, parce qu'on a beaucoup de demandes dans la Nouvelle-Aquitaine qui sont dirigées vers nous ou qui sont dirigées pour le sud,
vers le Gyrophare ou d'autres associations, les Bascos par exemple. On fera tous pareil. On renverra vers les entités, vers les autorités. Quand ils en auront marre, eh ben, peut-être qu'ils reviendront vers nous pour nous ouvrir la discussion. Nous, la discussion elle a déjà été entamée avec le gouvernement précédent, avec la MINCRA, tout est en place. Ce serait ballot pour eux, à mon avis, parce que quel que soit le parti politique en place dans les mois à venir, les personnes trans, ça vont pas, il n'y en aura ni moins ni plus. Tout à fait, comme vous disiez, ça va. Les personnes trans, elles ont toujours existé, elles continueront à exister. En effet, déjà que les services publics sont saturés, je pense que toutes ces demandes-là qui arriveraient par-dessus, ce serait ingérable. Déjà qu'il y a beaucoup de choses qui ont du retard en ce moment parce que les services publics, pareil, ça peut être difficile au niveau personnel, au niveau du personnel embauché, je veux dire, etc. Donc c'est vrai que ce serait dommage, comme vous le disiez, d'en arriver là parce que c'est les usagers, usagères qui ont pâtiré avec encore plus d'attentes. On a déjà notre cheval de bataille. Oui. On sait comment on va réagir. D'accord. C'est rare qu'on n'aura pas besoin d'en arriver là. Ouais, tout à fait. Donc pour le moment, stand-by et un peu en sous-marin pour voir la suite et discuter de comment on pourrait, comment vous pourriez vous organiser autrement. Ok. Ma question de fin, ça va être qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de votre investissement au sein de l'association et de quoi êtes-vous la plus fière? Si vous deviez citer encore une anecdote ou quelque chose comme ça. Eh bien, fier de ma famille, très fier de ma famille, puisque, je vous dis, dans 2021, j'ai fait mon coming out de personne transgenre. C'est quelque chose que je ressentais, bien sûr, depuis ma plus tendre enfance. Et puis, par un concours de circonstances, il y a un moment, c'est pas un effet de mode, c'est que juste, il y a un moment où on en a marre de survivre et on décide de vivre. Tout à fait. D'où le coming out, clairement. Et donc, du coup, au hasard de mes surfs sur le web, je rencontre Anéos. Voilà. En même temps, en Nouvelle-Aquitaine, si vous tapez transidentité, Anéos a atterri rapidement. Oui. Donc, du coup, c'était à peu près incontournable. Je ne savais pas à l'époque. Et donc, j'envoie sur contact, j'envoie une petite demande en décrivant ma situation. Très vite, je suis contacté par une personne. Et puis, voilà, c'était le début de mon appartement, cette grande famille. Et puis, chemin faisant, je me suis investi de plus en plus. J'y ai de plus en plus trouvé ma place. J'ai sympathisé aussi avec Frédéric. Je me suis très très vite aperçu de la grandeur d'âme de cette personne-là. Je vais pas spécialement me mettre sur un piédestal, mais force est de constater qu'au bout d'un moment, quand vous avez une personne de valeur en face de vous, vous êtes forcément admirative. Bien sûr. Il n'y a pas d'autre possibilité. Je suis d'accord. J'ai beaucoup appris aussi à son contact, parce que politiquement, il est costaud. Et donc, voilà. Et puis, il m'a poussé aussi, parce qu'il avait certainement besoin de souffler un peu depuis 20 ans. Voilà, donc je pense qu'on s'est trouvés. On s'est trouvés tous les deux. Et puis c'était le début non pas d'une grande histoire d'amour, mais au minima d'une grande histoire d'amitié et d'une grande collaboration. Et puis, voilà, j'ai trouvé ma famille, ma deuxième famille de cœur. Et puis, je pense que c'est ce parcours-là, c'est de ma famille dont je suis le plus fier, au-delà de toutes les actions qu'on peut mener. Oui. Parce qu'elles seraient tellement nombreuses et diverses qu'il serait difficile pour moi et quasi impossible d'en faire ressortir une. Donc, je préfère ressortir l'ensemble et la totalité. Et Adéos dans son entité, dans sa totalité. D'accord. Qui pour moi est une belle famille. Merci énormément pour ce partage qui, encore une fois, est très centré sur l'humain, sur les amitiés militantes. Avant qu'on se quitte, j'aimerais juste savoir, donc Adéos, on peut retrouver sur son site web, je mettrai tout ça en description de l'épisode. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Alors oui, on est sur différents réseaux sociaux. On est sur Facebook, on est sur Instagram, même sur TikTok. J'ai personnellement un compte qui s'appelle Rihanna de la Côte. Je suis aussi autrice d'un livre qui s'appelle Quand j'avais 52 ans, je suis né, sur lequel je témoigne. C'était un peu un exutoire proposé par mon médecin traitant. Il dit, voilà, j'ai passé une période où, si vous voulez, je changeais de travail, je transitionnais et je divorçais.
Et donc, le médecin traitant m'a dit, vous devriez peut-être coucher quelques mots sur un papier, ça vous aiderait. Et donc, je m'étais exécuté. Et puis, ma fille est tombée dessus et m'a dit, non, papa, c'est un beau témoignage, tu devrais publier. Et c'est parti de là. Et D'accord. finalement, ça a été publié. Donc, en tout cas, Monsieur Saint-Maurice, si vous passez dans Charente-Maritime et plus particulièrement du côté de Saintes ou autre, Mhm. ben, n'hésitez pas à nous faire un coucou, Avec puisque pour moi, votre podcast, c'était une magnifique rencontre. merci beaucoup. Et j'ai vraiment été enchanté, ravi, Moi heureux aussi. de partager ce moment avec vous. Moi aussi énormément. Voilà. Et je pense qu'on peut clairement dire qu'on fait partie de la même famille et que voilà, c'était vraiment très, très, très agréable et vos questions très pertinentes. Et, Merci beaucoup. voilà. Et je pense que c'est une très, très belle initiative. Donc, félicitations. Et puis, grand succès à vous parce que vous le méritez. Et la teneur de vos podcasts, c'est très intéressant, très bien construit. Donc, Merci beaucoup. Ça j'espère que vraiment, vous ça me aurez touche. plein d'auditeurs et tristes. Merci beaucoup pour ces encouragements et tout ce que vous me dites. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Bah, je vous souhaite une excellente Pareil. après-midi, fin d'après-midi. Et j'espère à très bientôt. À bientôt, Sam. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez retrouver Adeos sur leur site internet www.adeos.org, mais aussi sur Facebook ou sur Instagram, en suivant les liens en description. Merci à Rihanna Vijon pour avoir été l'invitée de cet épisode. Rendez-vous le 19 octobre pour le prochain épisode de Nos lieux et nos luttes.